Ah ben, toutes nos excuses, nous espérons pouvoir poursuivre ce direct en dépit des aléas. Nous avons pris un certain nombre de dispositions jusque-là qui, malheureusement, nous donnent l'impression qu'il y a des forces contraires qui veulent s'opposer. Mais restons positifs en regardant de l'avant. Alors, je reviens sur le but de notre direct de ce soir. Il est question pour nous de prendre la parole en cette période importante, grave de la nation. Elle est consécutive à la crise post-électorale de l'élection présidentielle de 2025. Nous pensons que l'élection n'est pas derrière nous. Nous pensons que nous sommes en plein dans l'élection présidentielle. Nous sommes en plein dans l'élection présidentielle en dépit de la proclamation par le Conseil constitutionnel des résultats de la dite élection. C'est loin d'être un acte de défiance, c'est un acte de responsabilité. La parole qui doit être prise en ce moment, je l'ai dit, doit être prise avec responsabilité. Les différents acteurs doivent comprendre que ce qui se joue est au-delà des intérêts partisans. Ce qui se joue, c'est bien l'avenir de notre nation. C'est pour cela que nous pensons que toute prise de parole doit être circonspecte. Elle doit être mesurée. Elle doit être responsable. Elle doit être intelligente. Nous n'allons cependant pas priver les uns et les autres de leur liberté de s'exprimer. Ce que nous avons tous reçu, c'est cette capacité-là à nous exprimer. Les uns et les autres sont libres de s'exprimer. Il y en a qui viennent même pour jeter de l'huile sur du feu. Il y en a qui estiment qu'ils peuvent en faire de la bouffonnerie, que c'est des occasions de se faire de la visibilité. Nous pensons que c'est des moments très importants qui nécessitent que la parole soit prise avec sérieux. Nous disons donc que nous voulons faire des propositions concrètes pour la résolution de la crise post-électorale. Après la proclamation des résultats, et quelque temps d'ailleurs avant, il y avait déjà des levées de boucliers pour contester les résultats qui étaient annoncés. Mais également des mouvements de masse en termes de marches pacifiques et autres. Depuis la proclamation des dits résultats, ces marches qui ont été remarquées, qui se sont intensifiées, ont généré un certain esprit de violence. La violence en question a conduit même à des morts, ce qui est regrettable pour une nation comme la nôtre. Nous avons perdu déjà en quelques jours quelques-uns de nos enfants, de nos mamans, de nos papas. Et si rien n'est fait, si des postures responsables ne sont pas prises, il y a des risques que cette situation aille en se dégradant. Il y a des initiatives sous cap qui sont prises ici et là. Il ne faut pas vous tromper. Même ceux qui disent vanter la victoire ne sont pas tranquilles. Ils ne sont pas tranquilles. Parce qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Le Cameroun vient de connaître une élection présidentielle telle qu'il ne l'avait plus connue depuis au moins 30 ans. Et là, je parle de la dernière qui a eu lieu en 1992, lorsque l'Alliance pour le changement avait présenté un candidat, le candidat Ni John Frundi. Cette fois-ci, comme sur des chapeaux de roue, un candidat a semblé faire converger l'essentiel de la classe politique, mais surtout des citoyens, en termes d'opposants. Il faut le rappeler, le candidat Issa Tiroma Bakari n'était pas le principal homme attendu dans cette élection.
C'est même ce qu'on pourrait appeler un outsider. Personne, mais alors, même les plus grands médiums, personne n'a vu venir le candidat Issa Tiroma Bakari. Personnellement, je ne me dédirais pas. Lorsque le président Issa Tiroma Bakari a démissionné, je faisais partie des gens qui avaient des suspicions légitimes sur sa capacité à incarner une certaine rupture. Parce que ce qui nous habite, nous autres, c'est le désir de rupture avec un système devenu insupportable. Insupportable de par sa gestion calamiteuse de l'État. Et nous avons estimé qu'il n'y a pas un autre moyen plus adéquat de le faire partie que de le battre par les urnes. Nous sommes donc les véritables mendiants de la paix. Nous qui estimons que les urnes peuvent transformer un pays. Mais les urnes, elles ont parlé. Seulement, peut-on honnêtement dire qu'on a écouté le son de ces urnes? C'est pour cela qu'il va falloir d'abord faire une petite rétrospective sur les résultats. Non pas pour plonger totalement dans la polémique, mais pour pouvoir nous projeter. Il y a quand même des curiosités qui se sont observées. Je ne détiens pas les PV. Blériot Niemek n'a pas les PV. Je n'ai pas les résultats bureau de vote par bureau de vote. J'ai un sentiment, j'ai des observations, mais je peux également poser une analyse. Je prends un point précis. Il est de notoriété publique, il est connu de tous, qu'on a souvent dit que le grand bastion électoral du Cameroun se trouve dans le Grand Nord, c'est-à-dire l'extrême nord, le nord et l'Adamawa. Et si on fait une petite étude comparative, on se rend rapidement compte que c'est de là-bas que le président de la République, Paul Biya, tirait l'essentiel de son électorat. Mais comme par enchantement, il y a eu une sorte de basculement du socle électoral camerounais vers le centre. Le centre, le sud. Actuellement, la région qui a eu le plus grand nombre d'électeurs, gardez-vous bien, c'est la région du centre. Mais c'est merveilleux. La région qui a eu le taux de participation le plus élevé à cette élection présidentielle, gardez-vous bien, c'est la région du Sud. L'une des régions au taux de participation le plus élevé par rapport à la dernière élection, c'est le Nozo en général. C'est quand même des curiosités. Mais ne dit-on pas souvent qu'il n'y a pas de crime parfait? Tout ce qui a été ourdi autour de cela a abouti à une proclamation des résultats qui prête à équivoque, qui suscite des controverses. Alors, maintenant que nous sommes plongés dans ces équivoques, dans ces controverses, beaucoup de langues se délient pour parler. Il y en a qui proposent des solutions concertées. Il y en a qui suggèrent la brutalité. Il y a des gens qui ont suggéré qu'on aille déloger Issa Tiroma, Manu Militari de son domicile, et même s'il fallait l'abattre, qu'on l'abatte, ou encore qu'on le ramène ici à Yaoundé, qu'il aille en prison, des choses comme celle-là. Mais il faut dire que ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi qu'on devrait imaginer un système dit démocratique. Lorsqu'il y a une crise, il faut se dire qu'il faut chercher les moyens de résolution plutôt que des moyens d'aggravation. Des situations qui peuvent encore se gérer aujourd'hui pourraient être aggravées par des postures d'arrogance. Si on venait à admettre que le président Paul Biya est élu, entre guillemets, chef de l'État, la question qui va nous revenir, c'est comment va-t-on gérer cet État-ci dans les jours, les mois et les années qui viennent.
Et je suis convaincu que le président Paul Biya lui-même, son entourage le plus immédiat, se pose la même question que nous nous posons en ce moment. Il y a quelques faucons qui disent on s'en fout, mais ne faisons pas attention aux petits enfants, aux bambins qui font dans de l'agitation. Eux, ils ne nous intéressent pas. Parlons aux Camerounais responsables qui sont préoccupés par l'avenir de ce pays. Alors, quelques pistes de réflexion. La première piste de réflexion, je l'avais déjà annoncée dans ma sortie, au cours de ma sortie sur Canal 2 dimanche dernier. Je pense qu'il est impératif de désigner un médiateur de la République. Mais c'est quoi cette affaire de médiateur de la République dont je parle? Le médiateur de la République, cette désignation, cette qualification existe dans des États qui traversent souvent des crises. Elles peuvent être des crises sociales, des crises communautaires, même des crises démocratiques, électoralistes et autres. Ça peut être un individu ou un groupe d'individus dont la neutralité est établie, dont l'intégrité est reconnue. Ils sont chargés de faire la navette entre les différents corps impliqués dans le processus qui génère le conflit. Et dans le cas d'espèce, notre médiateur de la République ou nos médiateurs de la République devraient être des gens acceptés de manière consensuelle par les deux camps. Des gens capables de tenir une parole droite, une parole ferme, une parole sincère. Des gens capables de faire des transactions. Parce que c'est de cela dont il sera question. Faire des transactions. Ce médiateur de la République doit être reçu par l'autorité qui dirige le pays actuellement. C'est-à-dire Paul Biya lui-même en personne. Première chose. Ce médiateur de la République doit avoir des garanties données par Paul Biya sur son désir et sa volonté ferme de gérer la crise post-électorale pour le grand bonheur de tous les Camerounais. Paul Biya, le président de la République, devrait faire des propositions concrètes d'ouverture en vue de nous installer vers un climat d'apaisement. Dans le même temps, le dit médiateur de la République devrait être capable de se rendre auprès de Issa Tiroma Bakary et obtenir son accord de principe en vue d'une résolution apaisée du conflit qui nous oppose. Et cela devrait donc prendre des formes conventionnelles. Un certain nombre d'institutions pourraient accompagner ces médiateurs ou ce médiateur de la République dans son travail. Ce travail devrait se faire avec le plus grand sérieux. Loin de ceux qui chantent la victoire et qui attisent la haine. Le Cameroun ne peut pas trouver son apaisement en ce moment à moins que nous prenions sur nous de faire des propositions d'apaisement concrètes. Et je voudrais que les Camerounais le comprennent. Ceux de la diaspora ont envoyé un message. Observons tous que pendant l'élection présidentielle de 2025, le candidat Issa Tiroma Bakary a presque dans toute la diaspora gagné l'élection présidentielle. Ne pensez pas que nous sommes deux types de Camerounais. Ceux qui sont dans la diaspora sont une autre version de ce que nous représentons. C'est-à-dire qu'ils constituent un échantillonnage de tout ce que le Cameroun représente. Donc, le message de la diaspora est également passé. Je crois que c'est la première fois que le président de la République lui-même essuie une telle défaite dans la diaspora camerounaise. C'est un message qu'il faudrait écouter. Et quand on connaît l'apport que la diaspora a de manière objective
dans l'économie du Cameroun. Je dis bien de manière objective, pas de manière subjective. Ce n'est pas des gens à qui on pourrait dire « Oh ben, vous avez bavardé là-bas et puis c'est votre... » Non. Donc, le médiateur de la République, c'est un esprit éclairé, apaisé, averti. Mais également, nous devons appeler le président Issa Tiroma Bakary à plus d'ouverture, à l'acceptation d'une situation d'apaisement. Nous ne pouvons pas imaginer plonger le Cameroun dans le chaos. Le chaos ne profitera à personne. Et s'il devrait même profiter, je crains que le chaos profite à ceux qui n'ont plus rien à perdre. C'est-à-dire à ceux qui, pendant plus de 40 ans, n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire pour le bien des enfants de la République. Et qui aujourd'hui pourraient se dire que ils ont tout perdu, hein, tant qu'à faire que tout se gâte. Mais recentrons le débat. Je vois une situation dans laquelle nous pouvons obtenir, dans la période qui précède les élections législatives et municipales, une refonte de nos institutions. Déjà un gouvernement de large ouverture, dans lequel on va inclure des personnalités politiques importantes qui viendraient rassurer au niveau de certains ministères importants de l'organisation prochaine d'élections libres et transparentes. Je pense à la prise en compte des travaux effectués par des politiciens depuis un certain temps autour du code électoral. Un code électoral qui a été suffisamment toiletté et dont document a été envoyé au chef de l'État. Vous vous rappelez, lorsqu'il a rencontré la candidate Tomano Ndamjoya, il lui disait qu'il n'avait pas encore reçu copie. Cette dernière a bien fait de lui remettre sur le champ une copie. Mais pourquoi n'avait-il pas reçu copie? Pour les mêmes raisons que vous et moi imaginons. C'est-à-dire que ceux qui ont beaucoup de mépris pour les Camerounais avaient jugé inutile. D'ailleurs, ils avaient jugé que ce serait leur faire ombrage ou leur couper l'herbe sous le pied que de remettre un tel document au chef de l'État. Ce qui nous amène à combattre la fameuse thèse selon laquelle le chef de l'État du Cameroun est l'homme le plus renseigné. Lui-même nous disait qu'il n'avait pas reçu copie du travail que les autres politiciens lui avaient adressé. Parce que, quoi qu'on dise, il est encore celui qui a le pouvoir d'agir. Il aurait donc pu agir. Il n'a pas pu agir parce qu'on a tout fait pour qu'il ne soit pas au courant du document. Alors, première chose, un gouvernement de large ouverture à des hommes politiques importants, à des postes importants qui permettent de réorganiser l'action gouvernementale en vue de la préparation des élections législatives municipales apaisées. Prise en compte de la mouture de révision du code électoral proposé par 6 ou 7 partis politiques, document que j'ai eu à parcourir, qui indique quand même un certain nombre de réformes auxquelles nous avons tous aspiré jusque-là. Troisième chose, il est impératif que les élections qui vont arriver assurent une certaine transparence du processus qui permettra de réorganiser la perception politique du peuple camerounais. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que depuis un certain temps, on avait été habitué à la dépolitisation des Camerounais. Le citoyen camerounais ne participait plus au processus électoral, ce qui a laissé croire qu'on avait tout abandonné. À l'occasion de l'élection présidentielle de 2025, il y a eu un regain important de l'intérêt pour la chose politique. Et je vais prévenir les uns et les autres que si ce regain est bien entretenu,
la participation aux élections législatives et municipales risquerait d'être encore plus importante. Ça, il faut le penser, il faut le savoir. Nous risquons d'avoir une participation plus qu'importante aux élections législatives et municipales de 2026. Et cela pourrait reconfigurer la classe politique sans que nous ayons besoin de casse. Pour les conseils que je pourrais donner en aparté à l'opposition, je ne vais pas les donner ici. Mais ici, je parle de manière globale. Si nous prenons l'option de la paix que nous souhaitons, il va falloir que chacun lâche du lest. Il va falloir que le pouvoir en place, connaissant la vérité mieux que quiconque, ne serait-ce que celle que lui-même a voulu proférer. Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de dire que dans le Grand Nord en général, le Nord, l'extrême Nord, l'Adamawa, quand vous prenez les trois, Issa Tiroma Bakari a gagné. Je veux dire qu'ils ont dit que Issa Tiroma avait perdu légèrement dans l'extrême Nord, il a gagné dans le Nord, il a gagné dans l'Adamawa. Et quand vous faites la somme des trois régions, vous divisez par 3, il passe devant le président Paul Biya. Donc on peut considérer qu'il contrôle le Grand Nord. Il a gagné dans le littoral, ils l'ont admis, ça fait 4 régions. Il a gagné dans toute la diaspora. Il a gagné à l'ouest, ça fait 5 régions, plus la diaspora 6. Parce qu'il faut compter la diaspora comme une région du Cameroun. Il est resté au président Paul Biya d'avoir gagné au centre, au sud, à l'est. Et miraculeusement, au Nozo. Ça, nous sommes obligés de le dire. Le président de la République a miraculeusement gagné l'élection au Nozo. Nous voulons mettre d'abord le Nozo hors de cette affaire-là, un peu de côté. Donc, je crois que dans ces conditions, l'orgueil ne peut plus être la méthode d'administration de cette problématique. Nous ne pouvons pas être face à une telle réalité. Laissons les détails des chiffres. Regardons la réalité en face. Vous avez en face de vous quelqu'un qui contrôle tout le Grand Nord, qui contrôle l'Ouest, qui contrôle le littoral, qui contrôle toute la diaspora. Et vous dites que cela n'est pas un message, qu'on peut s'en passer, on peut tourner la page. Ce n'est pas sérieux et je ne pense pas que ce soit la posture du chef de l'État ou de ses meilleurs conseillers. Les faucons doivent se tenir en dehors de cette instance-ci pour écouter les voix intelligentes. Et les voix intelligentes demandent que dans l'immédiat, dans des délais suffisamment raisonnables, un dialogue, un pont soit lancé entre le président de la République, Paul Biya, et le candidat Issa Tiroma Bakari. Ils ont travaillé ensemble, ils se connaissent. Vous savez, quand on écoute le président Issa Tiroma Bakari parler, on a le sentiment que c'est quelqu'un qui a préparé quelque chose de particulier. Je vais dire quelqu'un qui a saisi l'environnement. Quelqu'un qui a eu une posture avant de se lancer. On ne l'a pas attendu, hein? On ne l'attendait pas. Comme beaucoup disent, on a préparé la géographie, l'histoire est venue. Maintenant donc que c'est des gens qui ont travaillé, je peux comprendre quelques égos surdimensionnés autour du chef de l'État qui viendraient à penser que ce serait faire preuve de faiblesse. Non, ce ne serait pas faire preuve de faiblesse, mes chers. Non, du tout. En ce moment précis, que le chef de l'État, Paul Biya, tende la main, une main fraternelle, amicale et sincère, au président Issa Tiroma Bakari, ce ne serait pas de la faiblesse. Ce serait de l'intelligence des situations. C'est comme ça qu'on appelle ça. Ce serait une intelligence de situation parce que leur commande que nous descendions de nos escabeaux, que nous descendions de nos grands chevaux pour considérer les véritables voix que le peuple nous a fait entendre. Je suis certes partisan ou que j'ai un penchant pour l'opposition en général, mais j'ai beaucoup plus d'amour pour ce pays.
Vous savez, nous subissons un certain nombre de pressions dont nous ne parlons pas toujours. Mais chaque fois, je dis aux gens, vous pouvez même emprisonner Blériot Niémec. Abba Oyono, professeur, docteur Mono, Anissé Ekane, et beaucoup d'autres dont on ignore les noms. On peut tuer la dame, le mari de la dame qui est mort de côté de Bilongue. On peut tuer. Mais vous ne pourrez pas, dans le long terme, tuer tous les Camerounais qui sont dans leur fort intérieur des Blériot Niémec, des Anissé Ekane, des Abba Oyono. On devra vivre dans le même pays. Et moi, je ne rêve pas d'un pays où les uns et les autres passeraient le temps à fuir parce que tel gouvernement est venu. Non, j'ai entendu un jeune irresponsable dire que lui, il savait que son sort était lié. Si Biya perdait le pouvoir, il devrait quitter le pays. Non. Cet esprit devra prendre fin. Il ne faudrait plus que les Camerounais soient obligés de fuir le Cameroun pour exprimer leurs idées. Les Camerounais ne prennent pas les armes contre la nation. Pourquoi? Les armes verbales, c'est tout ce qui nous reste. Pourquoi imaginer à chaque fois qu'il va falloir s'exiler pour s'exprimer? Nous allons vivre dans le même pays. Nous allons apprendre à vivre ensemble comme des frères, avec nos différences, avec nos antagonismes, avec nos mésententes, avec l'esprit que nous devons générer, l'esprit de la démocratie. Parce qu'en fait, vous voyez toutes les contradictions qui se vivent dans les démocraties dans le monde. Je crois que l'élection, l'avant-dernière élection qu'avait perdu Donald Trump aux États-Unis a donné lieu à des violences énormes. On s'est attaqué même à des symboles de la République. Mais je ne crois pas qu'à l'occasion, les républicains qui avaient perdu l'élection avaient quitté les États-Unis pour aller s'exiler en attendant que Donald Trump redevienne président. Auquel cas aujourd'hui, les démocrates quitteraient aussi le pays pour... Non, nous ne sommes pas des sauvages. Nos frères qui ont été obligés à un moment donné de quitter le Cameroun devraient revenir, que ce soit sous le régime de Biya ou celui d'un autre. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec nous aujourd'hui ne devraient pas craindre de quitter le pays parce qu'un autre aura pris le pays. Mais il arrivera bien, chers frères, qu'un autre prenne ce pays. Ça, de manière inéluctable, cela va arriver. Qu'un autre Camerounais prenne la direction de ce pays. Et je suis carrément sûr que ce sera une alternance. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, après Paul Biya, nous allons connaître une alternance au Cameroun. Mais c'est nous qui devons commencer à préparer les esprits pour une alternance pacifique. Un autre point qui mérite d'être abordé, c'est la question de la manipulation communautariste qui revient très souvent. Lorsque je jette un coup d'œil synoptique sur les réactions des uns et des autres, j'ai le sentiment que des gens se croient obligés d'avoir des réactions identitaires. Je veux dire, réagir en fonction de la tribu. Je l'ai dit dans mes précédents lives, le problème qui se pose au Cameroun aujourd'hui n'est pas le problème d'une communauté. Et il faudra éviter que ce soit perçu ainsi. Je veux dire en clair que le problème post-électoral du Cameroun n'est pas un problème de la communauté Ekambeti face aux autres communautés, non. Non. Est-ce qu'Atangandi est Ekambeti? Est-ce que Ketia Cortez est Ekambeti? Est-ce que Nganou Djoumesi est Ekambeti? Est-ce que Cabral Libi est Ekambeti? Je sais pourquoi je dis Cabral Libi, parce qu'il a été le premier à reconnaître la victoire de Paul Biya, et ainsi de suite. Le problème du Cameroun est plus profond que celui-là. Il n'est pas normal non plus de nier que les Ekambeti ont participé un peu plus que les autres au pouvoir de 43 ans. Mais je dis, le problème n'est pas eux. Quand
Abba Oyonoye du côté de Issa Tiroma Bakari, n'est-ce pas un Kangbeti? On peut en citer. Docteur Mono Aristide, n'est-il pas un Kangbeti? Est-ce qu'Anissé Ekane est un Kangbeti pour être du côté non. Et Issa Tiroma n'est pas le candidat du Nord. Non. Issa Tiroma, s'il s'était... Bello Boba n'était-il pas candidat? Et qui aurait cru que Issa Tiroma allait administrer une telle bastonnade à Bello Boba? Ben, si on nous avait demandé aux premières heures de leur démission qui allait gagner, on allait au moins les mettre au coude à coude. Donc, la vague qui s'est produite est une vague patriotique. Et je voudrais que les plus grands esprits invitent les esprits moyens à ne pas polariser sur la communauté. Moi, ce n'est pas l'occasion de dire que le pouvoir était venu du Nord, il rentre au Nord. Non. Si le pouvoir s'était retrouvé au Nord, c'est tout à fait par hasard. Il avait démarré dans le centre avec André Marimbida. Il est allé au Nord avec Aïdio. Il est venu dans le Sud. Aujourd'hui, nous sommes autodéterminés. Ce n'est ni le Nord, ni le Sud, ni l'Ouest, ni... C'est un sursaut patriotique qui impose que les Camerounais aillent vers de nouveaux horizons. Donc, vers ces nouveaux horizons, il y aura tout le monde. Mais en attendant que ces choses se mettent en place, en attendant d'entrevoir clairement la situation post-électorale, avant la prestation de serment qui devrait avoir lieu jeudi, nous l'indiquons encore. Il y a des actions importantes, pragmatiques qui doivent être menées. L'État n'a pas besoin de faire du bruit, mais il doit agir. J'ai lu dans certaines presses les gens qui encouragent le président Paul Biya à passer directement à la nomination d'un gouvernement et autres. Oui, mais ce gouvernement dont nous parlons, ce serait lequel? Ce serait le fait de reconduire quelques membres du RDPC et y ajouter les premiers qui ont félicité le chef de l'État, comme on le soupçonne. C'est-à-dire ces petits candidats qui ont eu les 1,5%, 2,5% et tout ça. C'est ça? C'est ça l'apaisement? Non, mais si vous allez vers cette voie-là, ce n'est pas la voie de l'apaisement. Mais soyons même logiques. Gardons même à chacun son pourcentage. Issa Tiroma Bakari, vous lui avez donné 35%. Toute la petite opposition là a eu moins de 12%. Vous pensez que vous pouvez faire appeler le gouvernement d'ouverture, un gouvernement qui exclurait celui qui a eu 35% plus toute la diaspora et qui prendrait en compte les mingiri, comme on dit là, qui ont ramassé les choses qui tombaient et que cela serait représentatif de ce pays. Notre pays demande du sérieux. Si ces gars-là sont venus là pour attendre des strapontins, il faut les décevoir. Puisque le peuple vous a dit qu'ils ne valent rien. Le peuple vous a dit que Joshua aussi ne vaut rien. Le peuple vous a dit que Cabral Libi ne vaut rien. Le peuple vous a dit que Bello Boba ne vaut rien. Le peuple vous a dit que Tomanon Damdioya ne vaut rien. Le peuple vous a dit que Matomba Serge ne vaut rien. Le peuple vous a dit que Iodi Iram ne vaut rien. Le peuple vous a dit que Sexta ne vaut rien, ainsi de suite. Le peuple vous a dit que Biya avait un seul adversaire, Issa Tiroma Bakari. Mais écoutez ce peuple. Et Issa Tiroma Bakari est donc l'incarnation actuelle de la volonté patriotique du peuple. N'allez pas récompenser des amis qui vous ont dit que non, nous on va venir applaudir, on va dire que vous avez gagné. En allant dans cette logique, vous n'allez pas calmer la situation. Mais mieux encore, j'espère que ceux qui prendront des décisions actuellement savent que les législatives et les municipales ne sont pas dans 5 ans. C'est-à-dire que c'est dans quelques mois là. Et que tout pourrait basculer à l'occasion. Mais alors, un peuple beaucoup plus réfléchi pourrait s'organiser à contrôler de manière systématique
les élections législatives et municipales et régler carrément ce problème. Il faudrait simplement, dans ce cas de figure, que l'opposition camerounaise, la vraie, fasse preuve d'intelligence. Et je vois déjà cette intelligence se dessiner. Eh bien, je vais vous dire, il y a quelqu'un dont la parole est devenue très rare et tout le monde cherche sa parole ces derniers temps. Le professeur Maurice Kamto. Faisons très attention. J'ai entendu beaucoup de critiques, moi-même j'en ai formulé à l'endroit de ce monsieur. Mais observez depuis sa sortie du Conseil constitutionnel le 5 octobre. Maurice Kamto s'est tué. Chez les Bassa, on dit si tu tapes sur un chien, il se tait, tu sais qu'il s'est tué pourquoi. Très souvent, ce chien va tourner et revient en catimini te mordre. Et très souvent, il te mord mortellement. Il faut faire très attention. On ne peut pas avoir un individu dont le monde entier reconnaît l'intelligence à ce point et penser qu'on peut le ridiculiser comme on l'a fait sans conséquence. Je vous assure, c'est manquer d'intelligence. Il a souvent eu des sorties, certaines que je n'ai pas approuvées, mais depuis un certain temps, il utilise une arme terrible, le silence. Qui s'est demandé à quoi renvoie le silence de Maurice Kamto? Qui s'est demandé? Vous pensez que Maurice Kamto a disparu de la scène politique, c'est fini, comme j'entends quelques-uns dire, ou vous vous trompez? Si quelqu'un le pense, il se trompe. C'est un repli stratégique. Et la Troisième République qui s'annonce, les intentions d'apaisement que nous indiquons obligent que quelqu'un comme Maurice Kamto soit au centre de cet apaisement. C'est même l'un des piliers de cet apaisement. Et donc j'indique là des voies claires pour ceux qui croient ne pas voir, ceux qui ne voient pas bien ou qui refusent de voir. Nous ne pourrons pas nous passer de l'apport de quelqu'un comme Maurice Kamto. Vous avez vu le président Issa Tiroma l'accompagner au Conseil constitutionnel. Vous avez suivi les différentes interventions du président Issa Tiroma lorsque la candidature du professeur Maurice Kamto a été finalement rejetée par le Conseil constitutionnel. Vous avez entendu par ailleurs qu'il y a eu des rapprochements entre le professeur Maurice Kamto et un certain nombre d'opposants. Vous pensez que son attitude devrait être plus bavarde que celle qu'il a eue, plus éloquente? Sans le dire, il a indiqué un certain nombre de choses. Et je pense qu'il fait partie des personnes avec lesquelles sur lesquelles on devra compter pour remettre un certain nombre de choses sur pied. Donc, notre message d'apaisement, notre message de regroupement va dans le sens de dire tout n'est pas perdu, mais tout n'est pas gagné non plus. Il n'est pas question de jubiler, on a gagné, on a gagné. Non. Qui a gagné? Qui se croit sûr d'avoir gagné? Toute victoire doit pouvoir s'étendre dans la durée. Mais la fragilité d'une victoire peut devenir dangereuse entre les mains de celui qui la possède pour l'instant. Et la victoire durable, dans le cas d'espèce, ne peut être qu'un esprit d'apaisement et d'ouverture. Nous implorons donc la grande sagesse reconnue au chef de l'État camerounais. Nous lui demandons de ne pas écouter les sons des faucons, des va-t-en-guerre, des gens qui s'accrochent à leur strapontin parce qu'ils ont besoin de protection de l'État, mais d'écouter le cœur des Camerounais qui lui parlent. Je crois qu'en tant qu'homme d'État, il a pris la mesure du message qui lui a été envoyé. Et je sais que le président Paul Biya a été informé des résultats vrais de chaque bureau de vote. Et qu'au fond de lui, il sait que les Camerounais se sont exprimés et il connaît la version exacte du discours que les Camerounais ont envoyé. Ce n'est pas faute d'amour pour le président Paul Biya.
Les Camerounais ont beaucoup aimé le président Paul Biya. Les Camerounais ont beaucoup supporté le président Paul Biya. Président Paul Biya, nous avons traversé avec lui des moments les plus difficiles de notre nation. Les crises économiques, les guerres fratricides, ainsi de suite. Nous ne l'avons pas lâché. Le Nord Cameroun, dont on parle aujourd'hui, a beaucoup soutenu le président Paul Biya. Il dit d'ailleurs de Marois que c'est la fille aînée du renouveau. Mais le Grand Nord a empêché à la secte Boko Haram d'envahir notre pays. Les Camerounais aiment donc profondément ce pays et le président Paul Biya. Mais chaque chose a un terme. Et le terme commence à se dessiner. Et il est souhaitable que ce terme soit heureux. D'abord pour lui-même, le président Paul Biya, mais aussi pour la large majorité des Camerounais. Les séparations les plus réfléchies sont les plus belles. Nous allons nous séparer un jour ou l'autre, mais vaudrait mieux se séparer dans la paix. Qu'on ne garde pas de souvenirs trop tristes de cette séparation. Parce que même par la force des choses, nous allons nous séparer. Vous savez, dans ma langue, on dit que la chèvre avait dit à la corde qu'on se séparera un jour. La corde ne croyait pas. Partout où on amenait la chèvre, elle était avec la corde. Quand on l'amenait au marché, on l'a encore amenée avec la corde. La corde a dit à la chèvre, tu as dit qu'on va se séparer, nous voici ensemble. La chèvre lui a dit qu'on se séparera un jour. Quand on a tué la chèvre, au moment de la mettre dans la marmite, on a jeté la corde. Alors la tête de la chèvre a dit à la corde, nous voilà enfin séparés. Nous allons nous séparer un jour. Mais de quelle manière? Cela dépend en grande partie de vous, patriarches. Vous l'êtes non seulement par votre âge, mais par votre expérience. Nous ne voulons pas être de ceux qui passent par l'invective ou la violence. Cela ne nous profite pas. Mais nous voulons être la voix de ceux qui viennent vous dire, écoutez aussi des sons différents. Arrêtez d'écouter ceux que vous connaissez, là, ceux qui tirent profit de leur posture et qui croient et qui vous disent à tort qu'après vous, le Cameroun est fini. Non, président. Lorsque Amadou Ahidjo vous cédait le pouvoir, il était âgé de 58 ans. C'est vrai qu'il avait eu des soubresauts de santé. Mais il y avait d'autres personnes qui lui disaient qu'il devait céder le pouvoir à un frère du Nord. Il leur avait donc dit à cette époque que ce ne serait pas pour le bien du Cameroun que le pouvoir ayant été géré 22 ans à la tête de l'État, 2 ans comme Premier ministre et 22 comme chef de l'État, 24 en tout, qu'on retourne ce pouvoir à un enfant du Grand Nord, que cela ferait une sorte de frustration du point de vue communautariste. C'était une conception. Vous également, vous devez dire à certains frères de tribus, à certains frères de communauté, que sans réduire l'État aux communautés, il ne serait pas bon que des frères proches de la communauté veuillent vous garder en captivité pour que vous serviez leurs intérêts. Les intérêts de la nation camerounaise sont au-dessus des communautés que nous constituons. C'est pour cela que personnellement, je ne réagis qu'avec très peu d'intérêt vis-à-vis de ceux qui m'interpellent par rapport à ma communauté d'origine. Mais les Bassa, si nous sommes des Camerounais comme les autres, pourquoi imaginer un pouvoir qui soit un pouvoir Bassa? Ça donnerait quoi au Bassa en particulier? Un chef d'État qui serait... Si moi je suis chef d'État, qu'est-ce que j'apporterais de particulier au Bassa? Vous pensez, bon, je vais nommer tous les ministres Bassa? Non. Je vais nommer des ministres efficaces à tous les postes. Mais l'idée que j'aurais, ce serait de développer le Cameroun. Et je vous assure, le Cameroun a tellement de potentialité qu'on n'a même pas besoin d'être tribaliste ou communautariste pour faire plaisir à tout le monde. On a juste besoin de lutter efficacement contre les détournements, contre la corruption, mais également de créer des poches de développement dans ce pays. Moi, président, je suis sûr que les Bassa en profiteraient au même titre que nos frères
à l'est, au fond de l'est du Cameroun, au fond du sud du Cameroun, dans le nord Cameroun, parce que ce serait un développement auto-centré. Je ne peux pas concevoir le pays. Mon grand-père Ruben Oumniobé n'avait pas conçu le pays comme cette affaire-là. Sinon que chacun rentre dans son petit village et aille se développer là-bas. Nous sommes d'abord combien? Moins de 35 millions d'habitants. Avec un tout petit territoire comme ça. Beaucoup de richesses. Nous devrons être une force. Nos langues, nos communautés devraient constituer une force. Nous devrons tirer de chaque communauté ce qu'elle a de spécifique pour ajouter au grand groupe. Nous devons choisir dans chaque communauté les membres les moins corrompus parce qu'il n'y a pas un homme qui soit totalement pur. Mais vous pensez que si dans chaque communauté, le régime de Paul Biya avait pris les meilleurs d'entre nous, nous serions encore en train de parler des communautés? Ceux de nos communautés qui ont souvent été placés là-bas ont fait quoi pour les communautés? Est-ce que vous pensez que les Ekambeti sont contents de leurs frères qui les ont représentés pendant 43 ans à la tête de l'État? Loin s'en faut. Mais vous pensez qu'il n'y avait pas d'Ekambeti capables de travailler auprès du président Paul Biya et d'apporter de la lumière, non seulement pour la communauté Ekambeti, mais pour le Cameroun en général? Voilà le genre de pensée que nous devons développer. Nos frères de la zone anglophone qui se plaignent, est-ce qu'ils se plaindraient si une certaine justice sociale avait été répartie, qui saurait même que tel n'a pas été ministre pendant tel nombre d'années? Mais c'est parce qu'on a réduit les Camerounais à la lutte au poste. La lutte au petit poste qui fait que, comme ce n'est que les emplois publics qui sont générateurs de richesse, les hommes d'affaires aujourd'hui sont moins riches que les fonctionnaires, tout le monde s'est concentré sur les emplois publics et la corruption a commencé à gangréner le pays. Revenons donc à l'essentiel. Nous avons subi une élection présidentielle tumultueuse depuis l'annonce de l'ouverture de cette élection présidentielle. Depuis l'éviction du candidat Maurice Kamto comme candidat, passant par toutes les autres manœuvres, depuis l'élection, le déroulement de l'élection le 12 octobre, qui a donné à penser que le candidat Issa Tiroma Bakari avait reçu un certain nombre de soutiens importants, que ce soit dans la diaspora ou à l'intérieur du pays. Depuis la vague de contestation qui a suivi la proclamation officielle des résultats, nous devons revenir à nous-mêmes et comme un peuple sérieux nous asseoir. Le président Paul Biya, âgé bientôt de 93 ans, à la tête de notre pays depuis plus de 43 ans, a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle. Est-ce que nous allons revenir sur cette déclaration du Conseil constitutionnel? C'est très difficile. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous invitons le président Paul Biya à tendre la main au président Issa Tiroma Bakari du FSC, à lui dire, mon petit frère, viens, organisons la nation, organisons l'État. Tu m'as challengé au plus haut point. Je sais quelle est la valeur que les Camerounais t'ont donnée. Et je dois en tenir compte. Et en tenant compte, nous allons proposer aux Camerounais une réorganisation de l'appareil institutionnel en vue d'autres échéances électorales. Et lui-même, Paul Biya, a donné des garanties qu'il devient un président de transition. Parce que de toutes les façons, la vague qui est lancée, elle peut être stoppée pour un temps par la brutalité, mais elle ne peut plus être stoppée dans les cœurs. Nous voulons souhaiter aux uns et aux autres un bon moment de réflexion, une période apaisée et une résolution intelligente de la crise post-électorale. Je vous remercie particulièrement pour votre patience parce qu'elle a été plus que remarquable. Il y a eu des couacs. Nous n'avons d'ailleurs pas pu faire le direct YouTube. Nous allons faire le nécessaire pour que la vidéo se retrouve de ce côté. Mais vous avez montré beaucoup de résilience. Nous allons répondre brièvement à quelques questions qui ont été suggérées par ceux qui nous ont suivis jusque-là. Et après quoi nous allons nous séparer.
L'une des questions, que pensez-vous d'un éventuel renversement du pouvoir au profit du régime en place, c'est-à-dire d'un coup d'État de l'armée? Non. La sagesse camerounaise nous interdit de céder notre pays à l'armée parce que nous sortons de 43 ans de dictature. Nous n'aurons pas besoin de dictature militaire encore. Mais si pour les législatives, il y aura encore de la tricherie, non. Nous disons que si la main du chef de l'État est véritablement tendue, un certain nombre de mesures seront prises.